Yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui sous format audio, car je sais que les séries Marvel sont pas les vidéos qui font le plus de vues sur la chaîne et parce que je voulais pas attendre le bilan de fin d'année, alors qu'on est qu'en janvier, pour vous en parler. Il s'agit donc de la dernière série Marvel Disney plus Wonder Man, qui est donc sortie durant cette fin janvier, et je tenais à vous en parler parce que c'est une série qui peut être un peu ignorée par beaucoup, parce que c'est une série qui est focalisée sur un personnage qui est pas très populaire dans l'univers Marvel, qui est un peu de type classe C, classe D de l'univers Marvel. C'est que Wonder Man, c'est un héros que je connais à peine, c'est un héros que je connaissais grâce au dessin animé Avengers, l'aventure des super-héros, il me semble, où où il n'y avait pas le côté acteur en plus dans cette version de Wonder Man qui était pleine d'énergie, littéralement, visuellement c'était un mec d'énergie, donc Wonder Man c'est un personnage que j'ai appris à connaître notamment en me renseignant sur le database du site web Marvel, hein, du coup, Comics Database, et c'est là que j'ai appris un peu tout ce qui était important à connaître sur le personnage. J'ai vu les autres adaptations qu'il y a eu de lui, notamment il y avait une petite adaptation de lui jouée par Nathan Fillion dans la série animée MODOK par exemple, puisque Nathan Fillion, pour anecdote, avait joué Wonder Man, l'acteur Simon Williams, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, sauf que ces scènes ont été coupées, c'est pour ça que du coup Marvel s'est permis à ignorer cette version de Wonder Man qui n'a jamais été officielle pour créer cette série Wonder Man avec un nouvel acteur qui est donc Yahya Abdul-Mateen 2. Yahya Abdul-Mateen 2 qui est aussi un acteur extrêmement habitué aux adaptations de comics, vu qu'il a gagné un Emmy Awards pour avoir interprété le Docteur Manhattan dans l'excellente série Watchmen que je vous recommande de HBO, mais il a également aussi interprété donc Black Manta dans les deux Aquaman, et lui était très bon dans le rôle de Black Manta. C'était surtout le deuxième Aquaman qui lui rendait pas forcément honneur, on va dire. Et donc maintenant on le voit chez Marvel après deux tentatives chez DC Comics, jouer dans cette série centrée sur la tentative d'un acteur d'enfin devenir quelqu'un, d'auditionner pour un film, Wonder Man, et enfin devenir la star qu'il veut devenir en fait, être émérité pour ses talents entre guillemets. Et pour cela il sera épaulé par Trevor Slattery, d'où la présence aussi de Destin Daniel Cretton du coup dans cette série qui a co-créé et qui réalise les deux premiers épisodes. Donc Destin Daniel Cretton qui est le réalisateur, qui sera le réalisateur de prochainement Spider-Man Brand New Day, mais qui est aussi le réalisateur de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui avait notamment ramené le personnage de Trevor Slattery, un personnage assez peu aimé du grand public à cause du fameux twist de Iron Man 3, Ben Kingsley qui nous avait fait frissonner dans le rôle du mandarin dans les bandes annonces et durant la première heure de Iron Man 3, qui était excellent, menaçant, et qui d'un coup se révélait être un acteur alcoolo, qui sortait avec des prostituées, et qui était en fait Trevor Slattery, un personnage comique qui a nui à la réputation du mandarin, et donc à la réputation de Iron Man 3, ce qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas Iron Man 3. Après moi je vous avoue, je l'ai toujours dit, je l'avais dit durant la review de Shang-Chi, parce qu'il me semble que j'avais fait une critique de Shang-Chi, que j'ai toujours assez bien respecté le twist de Iron Man 3, parce que pour moi le mandarin ça n'a jamais été un personnage extrêmement intéressant dans les comics, dans le sens où c'est un personnage, c'est le cliché du Tony Stark c'est l'industrialiste américain, donc il faut qu'il ait un ennemi d'origine chinoise, on va dire, et c'est le mandarin. Donc le mandarin c'est un peu un représentant du côté guerre froide communiste de l'univers de Iron Man, et en dehors de ça il a rien de plus intéressant que ça, quoi. C'est pas un personnage qui est fascinant, qui est dingue, et c'est pour ça que j'avais toujours apprécié l'idée déjà de faire ce twist d'un faux mandarin, et de jouer sur l'idée de propagande et de désinformation que Iron Man 3 a su très bien proposer, et même si j'avoue que j'aurais toujours une petite déception de ne pas avoir vu Ben Kingsley jouer comme ça durant tout le film, on va dire, et parce que j'avais aussi bien aimé la réinterprétation qu'ils avaient également faite du mandarin dans Shang-Chi, qui était en vérité un post-mandarin, un mandarin qui a déjà vécu tout ce qu'il devait vivre et qui maintenant veut juste retrouver sa femme, est vieux, veut retrouver son fils, et va tout faire pour sauver sa femme. Donc on a beaucoup réinventé le mythe du mandarin via ces personnages-là, et donc on va continuer à le faire du coup avec le comeback du coup de Trevor qui est de plus en plus présent, parce qu'on l'a vu dans un court-métrage qui avait été justement conçu pour canoniser le fait qu'il y avait bien un vrai mandarin qui existait dans le coin, qu'on a vu donc dans Shang-Chi. On l'a revu du coup dans Shang-Chi, et là maintenant on le revoit dans Wonder Man, où cette fois on va le voir en pleine forme, vu que là il va enfin pouvoir exercer son métier de rêve, qui est le métier d'acteur, donc Sir Ben Kingsley. Et c'est une série, si je dois vous donner un premier avis assez vif, sans spoiler, j'ai passé un super moment devant la série. C'est que Marvel, vous avez dû voir du coup, j'espère, ma vidéo classement des séries Marvel. D'ailleurs, il faudrait que j'actualise, parce que je pense, il faudrait que j'actualise déjà, parce que je pense qu'avec le temps, Wonder Man serait deuxième de ce classement, pour vous dire à quel point j'ai vraiment passé un très beau moment devant cette série. Et je pense même que je baisserais peut-être Daredevil Born Again vers la 4ème ou 5ème position, parce que c'est vrai que quand j'ai vu que j'avais noté deuxième, j'étais assez surpris, alors qu'en réalité, la série Daredevil m'avait quand même assez déçu par rapport à la version de Netflix. Après, pour l'instant, je la laisse là pour voir si la saison 2 va effectivement faire en sorte que cette série mérite d'être deuxième dans ce classement. Troisième, parce que maintenant je mets Wonder Man en deuxième. Pourquoi en deuxième ? Parce que ça fait du bien
d'avoir une série dans l'univers du MCU qui ne ressemble à rien d'autre, qui ne ressemble pas à une série du MCU, qui est complètement singulier au sein de cet univers, avec une proposition qui, pour une fois, et c'est ça qui me fait plaisir, va jusqu'au bout, putain. C'est surtout ça. C'est que Marvel, ils ont fait beaucoup de séries où à chaque fois, genre Vendavision, c'est le truc qui m'avait déçu dans Vendavision. C'est que Vendavision, t'avais la proposition sitcom, etc., qui était très cool. Et puis le dernier épisode, c'est un gros combat Marvel CGI de merde sans photographie. Là, Wonder Man, on te propose une série sur deux acteurs qui vont essayer de décrocher le jackpot dans le monde de Los Angeles, et ça va pas se terminer sur un gros combat avec un gros méchant pas gentil qui était là, caché dans l'ombre depuis le début. Ça va pas finir sur un gros morceau d'action un peu fun, un peu assez moche visuellement. Non, la série tient ses promesses jusqu'au bout. C'est qu'on est sur une série d'acteurs. Ce n'est pas une série d'action, c'est une série d'acteurs. Et donc ce n'est pas du tout une série de super-héros, c'est une série qui se déroule dans un univers où les super-héros existent, et ça va être exploité de façon assez intelligente dans la série. Mais comme je vous le dis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on aille jusqu'au bout du concept de A à Z. Et donc ça fait du bien d'avoir une série du coup qui change de d'habitude et qui n'a pas l'air, j'ai pas l'impression, en tout cas, il y a des éléments que j'évoquerai en spoiler, mais en tout cas, j'ai l'impression que la série n'a pas eu de problème de production, c'est que tous les épisodes semblent naturellement bien intégrés l'un à l'autre en termes de rythme et de structure. Et même si je suis quand même un peu déçu que Marvel n'a pas osé sortir un épisode par semaine pour cette série, je pense qu'en vrai, le fait de sortir tout d'un coup, je pense, bénéficie davantage à la qualité de la série, parce que je pense que si on sortait un épisode par semaine de cette série, beaucoup de personnes auraient été déçues et se feraient chier, etc. Je pense que c'est une très bonne série à regarder en 3h30 à peu près, si on enchaîne tout en passant le générique. Et donc, comme je vous l'ai dit, Wonder Man, c'est pas un personnage de fou, et là déjà, si je peux déjà vous spoiler ça, parce que c'est dans les bandes annonces, et c'est le concept qui est assez intéressant de la série. C'est aussi pour ça, on n'a jamais vu ça dans l'univers des super-héros aussi. C'est que là, en fait, on n'est même pas sur une série de super-héros, pour vous dire, c'est qu'on est sur une série sur un acteur qui a des super pouvoirs, mais qui ne veut pas les utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est même pas sur une origin story d'un super-héros, parce qu'il n'est pas super-héros, il est acteur, et il a des pouvoirs, et ça le fait chier qu'il ait des pouvoirs. Donc c'est un truc qu'on n'a jamais vu en termes de pur prisme, de point de vue, dans la sphère super-héroïque, en fait. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, et notamment parce que je trouve que la série est très humaine, c'est une série, pour le coup, qui mérite clairement le titre de série, en fait. C'est que beaucoup des séries de Marvel étaient comme j'avais dit dans ma vidéo, en fait, c'était des films coupés en 6-8 épisodes, mais en vérité, tout était structuré comme des films, c'est juste que tout était rallongé inutilement. Là, on est sur une véritable série, où chaque épisode a sa petite structure, a sa petite intrigue narrative, et qui sert surtout à développer les personnages. Et que là, on est sur une série clairement de personnages. J'ai rarement vu le MCU autant développer le jeu d'acteurs et autant exploiter des acteurs, en tout cas le duo principal d'acteurs, que dans cette série. C'est que Yahya Abdul-Mateen 2, que j'ai toujours apprécié, que ce soit dans les autres œuvres qu'il a faites, que ce soit dans Matrix 4 ou dans Black Mirror par exemple, c'est un acteur que j'ai toujours bien apprécié, j'ai jamais trouvé extraordinaire, mais j'ai toujours trouvé assez charismatique, assez cool. Et cette série le confirme totalement, c'est que dans cette série du coup, en plus ce qui est intéressant, c'est comme il joue un acteur, moi j'imagine qu'il joue beaucoup de facettes de sa propre carrière, j'imagine par défaut. Surtout qu'avec son nom de famille, Yahya Abdul-Mateen 2, avec son nom, je suppose que c'est un acteur en plus qui a dû galérer, parce qu'en général quand tu as un nom qui connote trop peu étranger, on va dire, Hollywood va directement vous dire de changer votre nom pour le rendre plus américain, on va dire, ce qu'il n'a pas l'air d'avoir fait au vu de son nom. Donc je pense que c'est un acteur qui a dû galérer en plus pour intégrer ce business, et je trouve qu'il mérite totalement, parce que il interprète un très bon Simon Williams, et on va en parler bien sûr en profondeur, en spoiler. Et Ben Kingsley s'amuse, c'est vraiment... En fait, je trouve que c'est très beau, en fait, c'est vraiment une série, c'est vraiment une buddy movie série télé. C'est vraiment une série sur un duo d'acteurs qui deviennent amis, qui sont solitaires les uns des autres et qui vont s'unir pour vivre un projet compassionnel d'un film qu'ils ont toujours rêvé de jouer dedans, en fait, d'un remake. Et donc c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est que je trouve ça beau, en fait. Beau d'avoir cette amitié entre deux personnages, deux acteurs avec des backgrounds totalement différents. Et surtout un background, c'est que Ben Kingsley a 2 fois l'âge de Yahya Abdul-Mateen 2, et du coup, on est vraiment sur une amitié qui est unie par la passion, c'est que ce sont des générations totalement différentes, qui vont devenir les meilleurs amis du monde dans une aventure assez touchante, et c'est vrai que je trouve que c'est beau, en fait. Que la passion de l'acting, du coup, met en valeur une telle relation, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en tant que pur amateur de l'audiovisuel, de l'acting et autres, c'est une série qui m'a aussi beaucoup touché sur ces thématiques d'acteurs, en fait. C'est que c'est une série qui va beaucoup... En fait, les 3 quarts des thématiques que la série va nous développer sur le personnage de Simon Williams regorge en fait sur son acting. C'est que on est loin de certains des personnages Marvel qu'on a pu avoir, qui sont trop clean, trop propres, trop forts. Simon Williams, c'est un personnage qui est plutôt complexe, qui a des doutes, qui est véritablement imparfait, qui a besoin d'une balance pour le rééquilibrer, pour lui montrer comment véritablement réussir et atteindre son objectif. Donc c'est un personnage qui a une véritable évolution
narrative, et c'est un personnage qui se ressemble à nous tous, c'est un personnage qui est humain, qui a des problèmes de famille, qui a des problèmes sociaux, et qui peut se retrouver seul, avoir des burn-out, des choses comme ça, donc c'est l'un des personnages les plus humains que le MCU nous a introduit depuis longtemps, et pour moi c'est l'un des meilleurs personnages récents que Marvel nous a introduit clairement, c'est que, à côté des Ironheart, des Echo et des machins, ça fait du bien d'avoir un personnage qui est charismatique, bien développé, touchant, et qui a été vraiment exploité par une série qui a vraiment utilisé son terme, son intitulé de série, c'est-à-dire développer son personnage à bon escient, et à la fin de la série, le personnage est bien développé, et tout ce que l'on veut, c'est le revoir dans un projet du MCU, voire dans une saison 2 encore mieux, parce que c'est un personnage auquel on s'est vraiment attaché, tout comme celui de Ben Kingsley et de Trevor Slattery, que tout le monde détestait dans Iron Man 3, et qui maintenant devient l'un des meilleurs arcs narratifs du MCU, tout à fait. C'est que ce personnage-là, vu comment il a été inclus dans l'œuvre, on aurait pu totalement finir sur un personnage qui a été inclus là-dedans pour le fanservice, parce que c'était un acteur dans Iron Man 3, pour le fun, etc. Un peu comme dans Shang-Chi, où c'était un peu un comic relief, pas super drôle, on va dire, à certains moments. Là, non. Cette série développe aussi profondément le personnage de Trevor Slattery et nous ferait presque pardonner le twist de Iron Man 3 pour ceux qui ne l'ont pas aimé encore une fois, c'est que le personnage est extrêmement touchant. En fait c'est un personnage qui est sage, c'est un personnage qui a de la bouteille, qui a été un acteur avec beaucoup de problèmes, qui a jamais connu la célébrité, qui a eu des galères, qui a toujours eu des difficultés jusqu'à le fait d'être le mandarin et d'avoir été prénommé terroriste et d'avoir fait de la prison. Donc c'est un personnage dont les conséquences de ses actions le rattrapent directement dans l'œuvre, et c'est ça qui va rendre le personnage intéressant, c'est que le personnage veut constamment tirailler entre l'envie d'être libre de ce prisme de mandarin qui le hante, et en même temps essayer de retrouver une carrière, de redevenir un acteur avec ce jeune homme qui veut l'épauler, quoi. Donc je trouve que leur relation est très très belle, et puis après il y a pas beaucoup d'acteurs secondaires en vérité, tellement la série est vraiment concentrée sur ces deux personnages là, mais il y a l'acteur Byron Powers, je crois il s'appelle, dans l'épisode 4, qui est assez bon dans son rôle. Il y a bien sûr le réalisateur Von Kovac, joué du coup par le mec qui joue le président dans Superman, et en fait j'ai remarqué qu'en fait c'était le mec qui jouait le gangster dans Pusher de Nicolas Winding Refn. Donc c'est de là qui était devenu connu, et je sais qu'il y a un film qui est dédié sur lui, donc il faudrait peut-être que je tente, même si j'avais pas du tout aimé Pusher. Mais d'ailleurs même j'aime bien aussi le Von Kovac, du coup le réalisateur de Wonder Man, du coup, qui j'adore. En fait il y a un côté très David Lynch, c'est vraiment le réalisateur auteur, qui veut vraiment sortir les acteurs de leur chakra, on va dire. Donc je trouve qu'il y a une façon de parler, une façon de jouer qui est assez marrante aussi. Et puis on a la famille de Simon Williams qui est aussi très très bien développée et assez touchante, donc ouais, pour les personnages. Et puis on a le Damage Control qui fait le lien avec le reste des projets du MCU, qui est aussi assez bien traité dans cette série, qui peut promettre de bonnes surprises pour les projets à venir, notamment le prochain Spider-Man, qui est aussi réalisé du coup par Monsieur Daniel Cretton, qui supervise cette série télé. Et du coup bon, la réalisation n'est pas incroyable, on va dire, c'est que surtout en fait la réalisation est plutôt cool, surtout dans les 2 premiers épisodes avec Daniel Cretton qui réalise, parce qu'on insiste beaucoup sur les longs plans, c'est qu'on a des longs plans fixes de 3 à 5 minutes où c'est juste les acteurs qui jouent, quelques plans séquences où on se balade de studio en studio, où l'acteur du coup doit jouer avec des panoramiques autour du personnage qui tourne autour de lui et qui montre à quel point il joue bien, etc. Donc il y a un jeu d'immersion qui est quand même réussi, et la réalisation est quand même très très sobre, très très efficace, très bien cadrée. Et je trouve que la photo habituelle du MCU, c'est-à-dire la photo un peu laide, blanche, dégueulasse, on va dire, je trouve qu'elle correspond beaucoup mieux à cette série-là, parce que c'est une série qui se déroule dans l'univers de la fiction, dans le fake, à Los Angeles, à Hollywood. Et du coup, et donc je trouve que la photo passe bien, parce que c'est une photo qui fait très TF1 entre guillemets. Bon, c'est toujours mieux que TF1, mais c'est une photo qui fait très terre à terre, très monde réel. Il n'y a pas d'image léchée, de photographie incroyable. Et je trouve que pour cette série, ça crée ce côté terre à terre, down to earth, comme on pourrait dire, qui va bien en fait. C'est qu'on a aussi ce côté très caméra à l'épaule, presque documentaire, du coup, qui suit les personnages et qui tremble et qui est embarqué, qui participe à cet ancrage terre à terre également. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de vivre une série vraiment à petite échelle dans les panthéons des petites villes, des petites vies qu'on peut avoir dans le MCU, et ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant. Et la série est assez légère, c'est une série qui est comique, oui c'est une comédie, mais une comédie c'est pas de l'humour à la Marvel un peu nul, c'est vraiment une comédie qui participe véritablement au ton des personnages, et dès que la série souhaite partir dans des histoires un peu plus sombres, un peu plus tragiques, elle n'hésite pas à l'installer, quoi. C'est une série qui critique aussi beaucoup l'hypocrisie de Hollywood, notamment dans un épisode 4 en noir et blanc qui va marquer beaucoup de personnes, qui peut rappeler la série Atlanta pour certains. Après, s'il y a des défauts à développer sur cette série, je dirais qu'il y a un petit côté pro-mensongère, c'est que la série avait beaucoup fait la promotion sur le fait que ce serait peut-être une série qui traiterait, qui serait un peu une série parodique sur l'industrie du super-héros, avec le côté super-héros fatigue.
Au final, bah, si vous voulez voir ça, allez plutôt voir The Boys. Au final, c'est pas du tout c'est pas du tout une série cynique ou parodique à la de studio ou à la The Boys. C'est véritablement une série d'acteurs. On est du point de vue de ces acteurs et on veut voir ces acteurs réussir dans un univers hollywoodien bah, qui parfois peut être légèrement critiqué, mais il n'y a pas de critique énorme, hormis l'épisode 4 pour le coup, qui est une grosse critique un peu sociale bah, de Hollywood. On est vraiment sur une série à l'ancienne qui va nous montrer des acteurs galérer pour obtenir un job, et donc je trouve que ça me dérange pas plus que ça qu'il y ait eu ce côté promo mensongère, mais c'est un peu dommage effectivement qu'on n'ait pas développé ce côté-là, notamment avec une série qui parle d'un réalisateur qui va remaker un film de super-héros qui s'appelle Wonder Man, encore une fois, donc on aurait pu peut-être faire plus là-dedans, ça je l'avoue. Et puis je dirais que la plupart des intrigues des épisodes ne sont pas toutes extrêmement fascinantes, c'est que je vous dirais que par exemple l'épisode 2, toute l'intrigue de l'épisode 2 c'est nos deux personnages qui doivent essayer de tourner une audition dans un endroit quelconque et ils arrivent pas, ils galèrent pendant tout l'épisode. C'est pas l'intrigue la plus passionnante du monde. L'épisode 5 non plus, un adolescent qui a filmé Simon Williams, et du coup pendant tout l'épisode Simon va essayer de retrouver cet adolescent avant qu'il lui fasse du chantage. C'était pas une intrigue extrêmement intéressante non plus. Mais en dehors de ces quelques exceptions-là, je trouve que la série reste assez intéressante dans ce qu'elle nous développe, et puis même dans ces épisodes-là, l'alchimie et la relation entre personnages est tellement réussie, et le charisme et le développement de tous de ce duo principal fonctionne tellement bien bah, qu'on ne s'ennuie pas et qu'on passe un super moment devant malgré tout, avec que des épisodes d'une demi-heure environ, donc ça passe assez vite au visionnage. Et donc à partir de là, bah, comme je vous dis, puis j'aime beaucoup la musique aussi de Joe P. West, je crois qu'il s'appelle. Donc une musique très hollywoodienne, hein, il y a quelques petits moments de jazzy qu'on aime bien mettre à Hollywood, mais il y a des petits moments de piano qui retranscrit un peu le côté insouciant, le côté naïf, le côté rêve hollywoodien de Simon Williams, donc je trouve qu'il y a un côté assez beau dans cette œuvre-là. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui fait du bien. Pas de super costumes, pas de super vilains, pas d'effets spéciaux de partout. Je pense que, je crois que, à mon avis, c'est clairement la série la moins chère de l'histoire du MCU, c'est clairement dans le top 3 des œuvres les moins chères de l'histoire du MCU, si on enlève peut-être les courts-métrages, mais qu'ils ont pu faire. C'est vraiment la série, il doit y avoir que 5% d'effets spéciaux sur les 95% restants, quoi. La série c'est de l'effet pratique pur et dur, et il y a quasiment pas de pouvoir, quoi. Donc c'est une série que je vous recommande vraiment sur le parti pris, la tentative que Marvel a voulu effectuer, et parce que j'encourage vivement Marvel de faire une saison 2 pour cette série qui le mériterait totalement, c'est que j'ai envie de revoir ces personnages-là qui m'ont pas mal attaché, qui m'ont pas mal touché. Et moi aussi, je vous recommande de regarder cette série qui est plutôt cool. C'est pas une grande série, c'est pas la série de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre, ce sera certainement pas dans le top des meilleures séries de 2025. Mais pour démarrer l'année, c'est un bon feel-good qui fait du bien, assez attachant. Et si vous voulez que Marvel continue à proposer des choses différentes, bah, je vous conseillerais de regarder des œuvres comme ça. Que c'est grâce à ce type d'œuvre-là que Marvel peut revenir en forme, et Wonder Man le confirme. Donc en spoiler, déjà, je peux déjà dire qu'ils ont quand même fait beaucoup de changements par rapport au Wonder Man des comics, c'est que déjà, il est clairement sous-entendu que Wonder Man Simon Williams dans cette série est un mutant, là où la version des comics a été créée de façon scientifique, biologique, par le Baron Zemo dans les comics, et la backstory n'a rien à voir, quasiment. En fait, ils ont surtout pris le côté acteur de Simon Williams pour faire une grosse série concept assez cool, mais ils ont quand même grosso modo réinventé tout le reste du lore, du petit lore qu'a le personnage de Wonder Man, c'est-à-dire que le personnage, dans les comics, le personnage est un fils de riche, qui va du coup posséder l'entreprise de son père, et qui un jour va vouloir se venger de Tony Stark, qui est plus fort que lui en termes de business, et il va donc accepter une expérimentation du Baron Zemo pour devenir un super vilain. Et c'est après qu'il se soit rendu compte de ses erreurs qu'il va devenir un super-héros, qui va utiliser ses pouvoirs pour devenir Wonder Man du coup, alors que dans cette série il est clairement un membre d'une famille très modeste, surtout qu'en plus dans les comics il est blanc, là dans cette série il est afro-américain, en fait il est même pas afro-américain, il est d'origine haïtienne, c'est qu'il y a des séquences, d'ailleurs c'est assez marrant quand t'es français, il y a des séquences où sa famille parle créole, du coup il y a quelques mots français qui sont prononcés, notamment le fait qu'on l'appelle Simon et non Simon, donc je trouve ça assez rigolo pour nous, donc ils ont complètement changé le background familial du personnage, hormis la relation avec son frère, Eric Williams, qui n'est pas allé jusqu'au bout des comics, on va en parler juste après. Et au final, dans les comics, du coup, Wonder Man va rejoindre les Avengers, notamment les West Coast Avengers, et c'est à partir de là qu'il va devenir acteur, qu'il va vouloir devenir un acteur, et du coup, il va faire carrière grâce à son identité de super-héros, et il va essayer de devenir davantage un acteur plus qu'un super-héros, même si de temps en temps, il va être un héros, il va notamment avoir des relations amoureuses avec Wanda Maximoff, notamment, et d'ailleurs, Wonder Man était le template de base qui a servi à la création de Vision dans les comics, ce qui n'a rien à voir avec le MCU. Et bien dans cette série, c'est pas du tout ça. Dans cette série, Wonder Man est un personnage de fiction qui existait déjà, qui était en fait la tête d'affiche d'un remake d'un film d'époque des années 80 que Simon Williams a vu quand il était
très petit, et en fait, depuis c'est vraiment le rôle qu'il veut empocher, c'est le personnage, le film qui lui a donné envie de devenir acteur, et je trouve ça beau, encore une fois, c'est que, du coup, d'ailleurs, je trouve ça marrant, c'est que dans un univers où les super-héros existent, je trouve ça marrant que les films de super-héros, entre guillemets, dans le MCU, bah, ce soit plus des films pulp, que comic book en fait, plus pulp, c'est-à-dire que Wonder Man dans le film, dans l'extrait des années 80 qu'on a de ce film des années 80, bah on est clairement sur un truc du style Flash Gordon quoi. Donc j'aime bien cette petite idée là d'un peu rendre hommage au cinéma pulp, et au comics strip de l'époque, qui étaient les prédécesseurs des comics, un peu comme dans le MCU. Du coup, Wonder Man s'approchera plus d'un film de super-héros, là où le film des années 80 était plus une œuvre pulp avec des aliens, un côté aventureux, j'imagine. Donc il y a ça que j'ai bien aimé. Et du coup, le fait que Simon. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est aussi quelque chose par lequel je m'identifie, c'est que on va toujours voir ces grands auteurs qui vont critiquer les gens parce que les cinéphiles qui adorent des films Marvel ou des blockbusters, etc., qui disent que c'est pas du cinéma et qui disent que ben vous êtes pas des vrais cinéphiles, vous avez pas de légitimité, on vous emmerde, tu vois. Et ben voir un enfant comme Simon Williams qui a vu toutes les œuvres possibles, qui est cinéphile de fou, mais dont la principale base de connaissances et d'inspiration, c'est un film de super-héros qui est pas forcément incroyable, mais qui l'a fait tellement rêver qu'il en est devenu fan, et ben ça me fait beaucoup penser à moi qui a de base grandi avec les films de super-héros, qui est devenu geek grâce à ça, qui est devenu fasciné par ces univers fantastiques imaginaires, qui m'a permis de rêver, et qui par la suite m'a permis de me rendre curieux en fait, c'est qu'à partir de là j'ai pu ensuite m'intéresser au panthéon d'Hollywood comme des Scorsese ou des Spielberg, et puis m'intéresser à un cinéma français intéressant également comme du Jean-Luc Godard par exemple. Donc pour moi, sans les super-héros, je ne serais peut-être pas le cinéphile que je serais aujourd'hui, et je trouve que c'est quelque chose dans lequel je m'identifie vraiment par rapport au personnage de Simon Williams, qui est un personnage très intéressant, et j'aime beaucoup son acte narratif. En fait on va totalement utiliser son acting pour mettre en parallèle son arc en fait. C'est que Simon Williams c'est un personnage qui est très égocentrique, qui fait tout pour enfin devenir l'acteur, la star qui doit être. Il veut être révélé au monde, il veut devenir l'acteur qui va être connu, il en a marre de voir tout le monde réussir des auditions, etc. et pas lui. Et ça fait genre 8 ans qu'il est comme ça. Sa famille, sa mère l'aime, mais son frère le rejette totalement, Eric, bien sûr c'est l'opposition créativité, objectivité, c'est que son frère bosse dans une compagnie d'assurance qui marche bien, là où lui c'est l'acteur rêveur qui marche pas et qui a pas d'argent et qui est donc dénigré par son grand frère. Et du coup c'est un personnage qui du coup va essayer de décrocher des jobs d'acteur en s'appropriant ses rôles. Et du coup il y a par exemple notamment la scène d'intro qui est très réussie de American Horror Story, où du coup il va se faire renvoyer de l'épisode parce qu'en fait il arrêtait pas de s'approprier le personnage à un point où il dépassait le scénario, il essaie de créer une backstory à son personnage, et c'est ce qu'il fera à chaque fois en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il va obtenir un petit rôle ou tenter d'obtenir un rôle, il va essayer de s'approprier l'histoire du personnage, il va essayer de se créer une histoire, de se créer une personnalité, de se créer un background, de se créer une relation entre les autres personnages du script, au point où en fait il oublie le script lui-même, et en fait il essaye trop de faire la chose à sa sauce en fait. Là où Trevor lui dit que ce que tu dois faire c'est être authentique. Tu as une feuille de papier, tu lis les dialogues, tu fais ça sur le moment, tu ne réfléchis pas à plus, t'arrêtes de réfléchir. Et justement, il arrive pas à réfléchir quand il s'agit d'obtenir le rôle de Wonder Man, parce qu'il est trop influencé par l'œuvre originale Wonder Man. Et en plus de ça, il n'arrive pas à réfléchir, en fait, la clé du personnage, c'est un personnage qui se retient, qui se cache derrière son acting, qui pense qu'il n'a besoin de personne, alors qu'en vérité, c'est un personnage qui se sent profondément seul, et qui se cache parce qu'en fait, s'il jouait en essayant d'insuffler de sa propre personne, ce que tout acteur devrait faire, c'est-à-dire insuffler une part de son background, de sa vie, de ses émotions, etc., en fait, il aurait peur que ses pouvoirs soient révélés au monde. Et c'est ce que Trevor lui dit, c'est qu'en fait, c'est pas tes pouvoirs qui font tout à toi, en fait. Ce qui fait toi, c'est ton passif, c'est ce que t'as vécu, c'est ce qui tu es. Tes pouvoirs, c'est juste secondaire, en fait. Et c'est ça qu'il n'avait jamais compris, en fait, c'est qu'il s'éloignait le plus possible de ses personnages, et en fait, il essaie de créer des backgrounds pour chaque personnage. Donc je trouve que c'est une relation qui marche très bien avec Trevor, lui, qui va être son conseiller, l'homme qui va essayer qui va l'aider à obtenir son rôle. Et puis je trouve que l'intégration de Trevor est parfaitement cohérente avec ce qu'on a pu voir dans Iron Man 3, c'est que du coup la séquence de l'aéroport semble directement se dérouler après Shang-Chi, une fois qu'il a quitté la poche dimensionnelle Talo du coup, et bien sûr, le personnage, on n'oublie pas que dans le court-métrage, le personnage s'est fait évader de prison, il a disparu pendant presque 10 ans, et là un jour on le retrouve à l'aéroport, normal que le Damage Control l'arrête, et lui propose soit de le remettre en prison parce qu'il n'a pas fini sa sentence, soit de travailler pour eux en fait. Et donc dans l'univers hollywoodien, du coup à Hollywood. D'ailleurs, pour anecdote, la Destiny Creighton a dit qu'à la base, Marvel développait une série Wonder Man et qu'à côté lui était en train de développer une série solo sur Trevor.
Bon, je sais pas si on aurait été tous à fond sur une série solo sur Trevor, mais du coup, ils ont réussi à mixer les deux idées, hein, ce qui est pour le mieux, je pense, hein, du coup. Et donc, l'inclusion de Trevor est totalement cohérente avec sa situation initiale, le fait que ce soit un terroriste, un ancien terroriste, entre guillemets, et le fait qu'ils veulent être oubliés, il ne veut pas être le mandarin, il ne veut plus qu'on l'appelle le mandarin. Et je trouve qu'il y a un côté presque, ça rappelle beaucoup ces acteurs qui sont toujours typecast dans le même rôle. C'est quand ils ont fait une performance qui a marqué le monde entier, et on les retient que pour ces rôles-là, et partout où ils vont dehors, bah, on va les arrêter dans la rue juste parce qu'on les connaît pour ces rôles-là. Et je trouve que en vrai, le rapport qu'a Trevor avec le mandarin, ça apporte beaucoup à ça, c'est que maintenant il va enfin jouer un nouveau rôle, jouer avec Simon, et du coup devenir quelqu'un d'autre, et essayer de trouver cette forme de rédemption en lui, d'enfin devenir l'acteur, bah, récupérer la carrière, bah, qu'il n'a jamais pu avoir durant ses presque 60-70 ans de carrière, vu qu'il est plutôt vieux, hein, le Trevor. D'ailleurs, Kingsley se porte très très bien pour ses 82 ans, d'ailleurs. Donc c'est un personnage qui essaye lui aussi d'atteindre cet achievement, on va dire, tout en ce succès, tout en aidant Simon, mais à la fin il se rend compte qu'en même temps il trahit Simon, c'est qu'il va, à la base il était là pour espionner Simon, mais il va s'attacher à Simon, il va s'attacher à son authenticité, il va devenir meilleur ami avec lui, parce que les deux sont des personnages seuls, qui ont besoin de se connaître, de s'apprécier l'un à l'autre, ce qui est très touchant, et donc à la fin, ce Trevor du coup va se faire cramer, à la fin bien sûr on va découvrir qu'il avait trahi et espionné Simon depuis le début. En vrai c'est une histoire très très classique, hein, en vrai, du mec qui a été envoyé pour espionner un gars, ils deviennent meilleurs potes, à la fin découvre que le gars en fait c'est un traître, et du coup ça sépare un peu ça sépare un peu l'amitié. C'est quelque chose de très classique, mais je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, notamment parce que du coup Trevor se sert de cette capacité d'acteur pour espionner Simon et pour espionner sa famille et autres. Donc je trouve que le côté acting est aussi mis en valeur sur ce côté-là, c'est que nos personnages jouent constamment. C'est quelque chose que que j'ai aussi beaucoup apprécié dans cette série. Et donc après cet épisode de vécu, à la fin on est très touché quand Trevor trahit Simon, et que Simon du coup pète un plomb et donc fait péter l'entrepôt, et donc Trevor accepte de se sacrifier. Il se rend compte que lui il a il a eu sa chance, il a eu 60 ans de carrière, il a jamais réussi à avoir le rôle de sa vie, etc. Et il va donc reprendre le rôle de sa vie et rejouer le mandarin pour sauver Simon, et donc on va avoir exactement la même méthode que dans Iron Man 3, c'est-à-dire se servir d'une explosion lambda pour trouver un giga argumentaire pour faire croire que c'est le mandarin qui a causé l'explosion. Et d'ailleurs j'avais adoré cette séquence-là, parce que dès que Trevor joue le mandarin, ça me fait kiffer, il est tellement bon en faux mandarin, encore une fois. Surtout là, il a un costume qui est un peu plus comics accurate, d'ailleurs j'ai remarqué dans cette réinterprétation du mandarin. D'ailleurs j'avais bien aimé l'intro de je sais plus quel épisode, on voyait d'ailleurs l'audition qu'il a dû passer pour enfin jouer le mandarin pour Aldrich Killian dans Iron Man 3, ce que j'avais bien aimé aussi. Donc c'est un personnage qui se sacrifie pour Simon, qui lui est jeune, a tout l'avenir devant lui, et qui est la tête d'affiche de ce film-là. Donc je trouve que c'est une relation qui est très touchante, encore une fois, comme je l'ai dit. Et puis il y a plein d'éléments que j'aime beaucoup avec Simon, notamment moi j'adore la fin de la série, c'est que à la fin de la série, du coup, Simon devient Wonder Man, et donc il récolte enfin ce qu'il veut, au prix de redevenir seul sans Trevor. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est que il nous fait croire que son rêve dans la vie c'est de devenir acteur et d'enfin être aimé par tout le monde. Mais en fait le truc c'est que Simon il se sent seul, rejeté par son grand frère, rejeté parce qu'il a des pouvoirs et parce qu'il essaye de se cacher aussi. D'ailleurs, ça fait du bien d'avoir une série encore une fois une série sur des identités secrètes. C'est vrai qu'on en a de moins en moins dans le MCU aussi. Il gagne ce qu'il souhaitait dans la tragédie, en fait, parce que il a dû perdre son meilleur ami pour ça, en fait. Donc j'adore cette fin où du coup il a enfin son costume comics accurate de Wonder Man, qui est très comics accurate et assez réussi avec ses lunettes rouges. Donc d'ailleurs ce petit côté nostalgique où du coup il a les mêmes lunettes que sur le premier Wonder Man. Donc après Wonder Man il n'a pas un costume de fou, Wonder Man, il a des lunettes rouges et un gros W sur un costume noir, donc voilà. Mais ça marche mais son costume est assez cool, à voir s'il le portera en temps réel dans le MCU. Et même, ça c'est le truc que j'adore quand ils font des références aux costumes un peu kitsch des années 60, 70, 80 des super-héros Marvel. C'est que du coup, le costume rouge, lunettes rouges qu'il porte à l'avant-première de son film, du coup, est une référence à la veste rouge et au costume qu'il portait dans les comics des années 70-80 également. Donc ça aussi c'était une cool référence. Et donc là enfin son frère l'accepte. Enfin on te tease même la saison 2 en te disant qu'on fera peut-être un Wonder Man 2, en tout cas on te dit que c'est pas sûr, mais peut-être qu'on fera un Wonder Man 2 potentiellement, qui serait potentiellement développé dans une saison 2, j'imagine. Et puis du coup il a des fans qui l'aiment, il a des propositions de carrière, etc. Et la boom cut, on le voit, après avoir vécu la fame dans une avant-première très colorée, on le voit, je sais pas, au Texas, ou je sais pas, dans le désert, avec une famille moyenne, entre guillemets, une famille modeste, qui l'accueille, qui l'héberge, et lui qui dit qu'en fait il est en train de s'entraîner pour un nouveau rôle, où en fait il doit se faire passer pour ce père de famille avec qui l'héberge en fait.
Et du coup, d'ailleurs, j'adore ce côté-là. En fait, c'est très, c'est une séquence qui fait très méthode actor. Et en fait, Simon, pendant une semaine, va du coup passer ses journées vers cette famille, s'inspirer d'eux pour un pseudo-rôle qu'il va incarner, très humain, très terre-à-terre. Et en fait, on découvre qu'il s'est servi du côté méthode actor pour en fait faire libérer Trevor et accéder à la prison Supermax du coup du Damage Control. Donc je trouve que encore une fois, c'est une façon super habile de faire de l'espionnage entre guillemets grâce à son acting en fait. Donc je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et en plus on sent que Simon c'est un personnage qui reste humain, c'est que du coup c'est aussi quelque chose de rare dans les films et dans les séries, c'est tous les gardes du corps, les mecs de la sécurité qui se font tuer dans les films de prison. Et bah là, on te montre un gars qui a une vie dure, qui a des problèmes cardiaques, qui a des problèmes de santé, parce que dans cette prison, il y a des cas qui le traumatisent. Donc c'est un garde du corps du coup qui voit peu sa famille, qui travaille beaucoup. Et donc le fait que Trevor fasse un virement d'argent à cet homme-là pour qu'il n'ait plus à travailler, je trouve ça très touchant. Je trouve ça très touchant parce que même dans l'univers Marvel où t'as beaucoup de prisons avec des gardes de sécurité, des super méchants, on te montre que c'est un métier difficile. Et c'est pour ça que je trouve que la fin est assez jolie aussi, jusqu'à cette fin du coup où il va libérer Trevor. Et j'aime aussi le fait qu'il se sert de l'acting, des leçons que Trevor lui a données pour maîtriser ses pouvoirs. C'est que durant la série, Simon c'est un personnage qui ne veut pas maîtriser ses pouvoirs, il n'aime pas ses pouvoirs, il veut pas les utiliser, il veut pas être un super-héros, il veut être un acteur, ce qui est déjà un concept assez cool. Et on voit qu'il y a une ellipse entre l'avant-première et la fin de la série. On voit que cette fois-ci, il arrive à maîtriser ses pouvoirs. D'ailleurs, j'aime bien le rendu visuel de ses pouvoirs avec ses yeux rouges des comics. Et du coup, ce rendu ionique. Donc, ionique, comme dans les comics, c'est bien la source de ses pouvoirs aussi dans les comics. Et donc, j'aime bien le fait que, comme Trevor lui a dit durant sa première audition, durant l'épisode 1, bah du coup Simon pour maîtriser ses pouvoirs en fait il prend un grand souffle comme ce que Trevor lui avait dit pour auditionner pour le rôle en épisode 1 et en fait il se sert des conseils de Trevor et de ses capacités d'acteur pour se servir de ses pouvoirs, ce qui est quelque chose que je trouve super bien trouvé également. Donc encore une fois je trouve que l'acting est très très bien utilisé dans la diégèse de cette œuvre. Et donc l'élément qu'ils n'ont pas fait c'est que le frère de Simon dans les comics, Eric, devient le super vilain, le Grim Reaper, le moissonneur. Donc un homme qui est jaloux de son frère et qui va porter un méchant super costume avec un bras en moins qui va remplacer par une faux pour tuer son frère genre. Bon ça ils l'ont pas encore fait, c'est qu'on sent qu'il y avait des bribes de ça parce qu'on sent la rivalité qu'il y a entre les deux, mais à la fin il avait l'air d'être assez fier de son frère, donc je vois pas comment il pourrait faire le Grim Reaper en saison 2. S'il y a une saison 2, bien sûr, parce que là, je pense que ça me dérange pas plus que ça qu'il y soit pas, parce que j'étais sûr, je trouve pas que ça arrive passer dans cette saison qui est vraiment orientée acteur et pas tant action que ça, on va dire. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est vrai qu'en saison 2, je verrais pas comment il pourrait le transformer en Grim Reaper. Peut-être que lui aussi est un mutant, mais qu'il a pas encore eu sa mutation. Peut-être qu'il va redevenir jaloux de son frère s'il apprend qu'il a des... Je sais pas, faut voir ce qu'il ferait, mais du coup, pas de Grim Reaper, et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des réécritures depuis les annonces de quelques acteurs, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui avaient été annoncés dans la série qui au final ne sont pas du tout dans la série. Je pense à l'actrice Lauren Glazier qui aurait joué sa Love Interest, je crois, Ed Harris qui aurait dû jouer son manager Neil Saroyan, il y avait plein de rumeurs qui insistaient sur le fait que Ed Harris était dans la série, bah il n'y est pas du tout. Et même l'acteur qui joue Eric avait dit qu'il avait hâte de jouer Grim Reaper dans Wonder Man, donc insinuant qu'il avait lu un script où c'était écrit où il devenait Grim Reaper. Et au final c'est quelque chose qui ne s'est pas produit dans la version finale. Donc on sent qu'il y a des éléments qui ont disparu, et c'est un peu dommage que certains de ces éléments ont disparu. J'aurais adoré voir Ed Harris dans le MCU par exemple, acteur que j'aime beaucoup. Et donc, mais on a quand même quelques petits guests d'acteurs. Après, c'est vraiment des guests très orientés américains quoi. On n'est pas des guests du level de studio pour le coup, c'est qu'on a Ashley Greene, du coup, au premier épisode, qui avait joué dans Twilight. On a Josh Gad, qui est surtout connu pour avoir doublé Olaf dans La Reine des Neiges et joué le bras droit de Gaston dans le remake La Belle et la Bête, donc où il chante beaucoup. Et on a bien sûr, et ça, en vrai ça m'a bien fait rire de voir Joe Pantoliano, donc en vrai un putain d'acteur qui a joué dans Memento, dans les Matrix, etc. Qui la joue un peu le grand rival du coup de Trevor et qui est un peu l'opposé idéologique de Trevor dans le sens où lui il pense que business, toute sa maison, toute sa villa est décorée de ses films à lui seulement, donc c'est un personnage égocentrique, businessman, qui pense qu'au succès, là où Trevor lui est beaucoup plus humanitaire et beaucoup plus idéaliste, donc j'ai bien aimé du coup le payoff de la blague. Du coup, c'est lui qui remplace du coup Trevor dans le rôle de Barnaby dans le film Wonder Man, du coup, ce qui était assez marrant. Et du coup, ça nous mène aux Damage Control qui sont de plus en plus présents dans le MCU, notamment via le personnage du coup de Clary, du coup qu'on avait vu dans No Way Home, qu'on avait vu dans Miss Marvel et qui est maintenant dans cette série. Donc c'est un peu le personnage qui fait le lien par rapport au Damage Control. Et je sens que j'aime bien maintenant. Avant j'avais un peu du mal parce que c'était vraiment un personnage un peu connard, mais depuis j'ai vu cet acteur là dans Succession aussi jouer un peu le mec un peu connard.
Mais en fait, je trouve que ça lui va bien et je l'aime bien quand je le vois, donc j'étais content de le voir un peu en entre guillemets méchant de la série, même si le Damage Control n'est pas véritablement méchant, et encore. Mais ça se voit clairement que Destiny Al Cretton, parce qu'on sait que Damage Control sera dans son Spider-Man, et que Kevin Feige ont un plan derrière la tête par rapport au Damage Control, du coup. Surtout quand on suppose que Simon est bel et bien un mutant, c'est quand même à la fin de la série, ils se disent qu'ils pourraient exploiter du coup Simon et pas juste l'emprisonner par exemple. Je pense qu'au fil des années, ça va mener aux mutants ce truc. Tout simplement. Imaginons Sadie Sink qui joue Jean Grey dans Spider-Man, bah, ce serait une mutante, et du coup bah, le Damage Control pourchasserait les mutants. Et une fois que la saga du multivers serait terminée, bah une fois on serait peut-être lancé sur la saga des mutants, et au fil des films, bah, peut-être qu'on aurait des personnalités politiques méchantes connues des comics comme Bolivar Trask, William Stryker, Henry Gyrich, qui pourraient par exemple bah, lancer le programme Sentinelle au sein du Damage Control contre les X-Men. Donc je pense qu'il y a vraiment un plan à long terme qui est prévu par rapport au Damage Control qui peut être très intéressant et qui pour le coup tease bien la suite du MCU, notamment avec cette super prison. Et j'aime bien le côté un peu financier, c'est que du coup ils enferment des gens un peu au pif parce que il y a que la moitié de la prison qui est occupée dans leur super prison super chère. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est aussi intéressant. Et je pense que c'est aussi le moment de parler du coup de ce fameux épisode 4 centré sur le fameux Dorman, un personnage très peu connu des comics. C'est un peu, en fait, son traitement m'a beaucoup fait penser au traitement de la Tâche dans Across the Spider-Verse. D'ailleurs, ils ont un pouvoir similaire. Dans les comics, ce sont deux personnages extrêmement ridicules qui ont des pouvoirs de téléportation. Et au final, tu te rends compte que si on les utilise à bon escient, on pourrait raconter de superbes histoires. Et c'est ce qu'on a fait avec Dorman, ce petit héros des Great Lake Avengers qui peut se téléporter, qui est un peu la porte vivante entre guillemets, qui est un peu ridicule et qui est pas trop connu. Bah là on va se servir de ce personnage là pour en faire une célébrité et pour en faire un miroir de la vie du coup de Simon. En vrai c'est assez intéressant cet épisode là, en noir et blanc, assez bien réalisé, les très beaux jeux de couleurs, du coup on utilise vraiment à bon escient ce noir et blanc là, notamment parce que bah, l'épisode sur Dorman m'a pas mal rappelé à moi et à beaucoup de personnes Cloak and Dagger, c'est que du coup ses pouvoirs proviennent de la Dark Force, l'énergie noire du MCU, causée par l'entreprise Roxxon. Roxxon qui est l'une des entreprises les plus mystérieuses du MCU parce qu'on les a assez peu vus, mais ils ont été référencés depuis le premier Iron Man, et c'était eux qui étaient responsables de l'exposition à la Dark Force par Cloak and Dagger. Du coup ça faisait un peu penser, du coup je pense qu'il y avait aussi un petit hommage à Cloak and Dagger léger par rapport à ça. On verra si la Roxxon aura une grande place dans le MCU un jour ou pas, ou si ça restera une entreprise mystérieuse à chaque fois. Pourquoi pas, hein. Et du coup, on est vraiment sur l'opposé de Simon, c'est que c'est un mec, il aime bien son boulot, il veut pas le changer, il a pas évolué, il aime bien accueillir les gens au cinéma, etc. Et donc un jour, il va avoir ses pouvoirs, lui, il veut pas être acteur, il veut pas être une star. Et en fait, c'est la société, c'est Hollywood, c'est l'entreprise qui va le transformer en acteur. C'est l'argent, c'est l'opportunisme, c'est les privilèges que des agences vont lui proposer qui vont le transformer en acteur. Là où Simon, lui, il s'en fout des privilèges, lui, il veut être acteur parce que il est passionné par le jeu, c'est sa vie, c'est sa passion, c'est sa vie, quoi. Donc on est sur deux exemples de personnages, du coup, de noirs de peau, qui sont devenus acteurs pour des raisons complètement différentes, et qui seront exploités de façon complètement différente. C'est que du coup, Dorman va pas du tout faire des films de qualité, il va jouer dans des films un peu nuls avec Josh Gad, il va être exploité par Josh Gad, il va être exploité pour faire des pubs un peu nuls qui n'ont aucun rapport avec ses pouvoirs, il va être engagé dans les plateaux télé pour qu'on se moque un peu de lui, etc. Donc et en plus il va avoir des followers Instagram, il va devenir influenceur. Donc c'est vraiment le personnage public par excellence. Et c'était une histoire super intéressante où on nous montre vite fait le rise and fall de ce personnage qui ensuite va se retrouver dans des problèmes juridiques, et qui à la fin du coup ses pouvoirs vont tellement être exploités qu'à la fin il va dévorer Josh Gad et Josh Gad aura disparu. Et d'où cette création assez intéressante du coup d'une loi anti-super-héros managée par le Damage Control qui stipule que les super-héros n'ont plus le droit de jouer dans des films et que les pouvoirs sont interdits au cinéma. D'où du coup le problème qu'a Simon qui est assez intéressant et assez bien traité. Et du coup l'épisode sur Dorman était très très cool, vraiment dans ce côté noir et blanc, rise and fall d'un personnage qui n'a presque rien demandé et qui devient cet échec malgré lui. On verra si on le reverra par la suite, mais si c'est juste un one shot ça ne me dérange pas non plus parce que c'était assez intéressant. Et j'aime bien toute la séquence où du coup Simon appelle sa mère parce qu'il pense qu'il est cramé et que du coup tout le monde sait qu'il a des pouvoirs aussi dans le final. Ça marchait assez bien cette relation. On sent qu'en fait ce sont des personnages qui ont un grand vécu, c'est que du coup il y a eu
Il y a eu le fameux volcan à Haïti qui a dû forcer qui a probablement dû forcer du coup cette famille à déménager aux États-Unis, leur père qui est décédé, cet accident d'incendie. Donc on sent que ce sont des personnages qui ont du vécu et qui s'aiment quand même, et je trouve que du coup il y a un traitement de la famille qui marche assez bien dans la série, tout en ne nous disant pas grand-chose, hein. C'est que son père, on sait pas de quoi son père est mort, on sait juste qu'il n'est plus là par exemple. Donc on reste assez sobre au final dans le traitement, ce qui m'a un peu surpris, mais ce qui est plutôt bien aussi. Et du coup, je vous avais déjà dit que j'ai du mal avec l'épisode 5. Seul épisode qui a une scène d'action d'ailleurs, légère scène d'action, et du coup, Simon utilise ses pouvoirs pour sauver Trevor. Avec cet ado qui les a filmés, qui leur fait du chantage, ça part un peu en cacahuète. J'ai pas du tout. Et cet épisode-là était rigolo parce que la chimie entre Kingsley et Abdul Matin II était bien, mais l'épisode dans le contenu lui-même était pas dinguissime. Là où le sixième, pour moi, le sixième, on était vraiment sur une leçon d'acting. Cet épisode-là, c'était une pure leçon d'acting, mais littérale en fait. C'est que du coup, on voit vraiment des personnages qui jouent entre eux, qui auditionnent en face du réalisateur. Il y a que le réalisateur qui leur donne des consignes très très farfelues pour réveiller la lueur de fantastique qu'il veut trouver au sein de chacun d'eux en fait. Avec Simon qui fait une proposition audacieuse en cassant les verres, etc. Et au fait, il est déçu de lui parce qu'il trouve ça peu original, parce qu'en fait, il crée des histoires, il s'approprie pas le truc. Et donc c'est à la fin qu'il s'approprie le truc, d'ailleurs, avec ce jumpscare qui marchait assez bien. Limite Rated R, hein, d'ailleurs, où il éclate la tête du gars à un moment donné. Donc il y a quelques séquences assez surprenantes aussi. Et donc la fameuse morale de Trevor qui va du coup mener au fait que les deux vont enfin obtenir ces rôles-là. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Et puis j'ai aussi bien aimé l'idée de la critique de film qui sort des mauvaises histoires sur des acteurs qui pourraient mettre en danger le secret de Simon. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, ça met en danger le secret de Trevor, du coup. Donc il y a aussi cette balance-là qui était rigolote. Et donc je pense que j'ai plus ou moins tout évoqué sur cette série-là. Je pense qu'on a fait bien le tour, hein. J'ai vraiment passé un super moment devant. Et j'espère, et en vrai, je pense qu'il peut y avoir une saison 2. C'est que les critiques sont très très positives sur Rotten et compagnie. La série, je pense, coûte très très peu d'argent par rapport à tout ce que Marvel a pu nous concevoir, ça doit être assez peu cher. Donc je pense qu'il y a une chance pour qu'on ait une saison 2, parce que Wonder Man, c'est typiquement le type de personnage, je vois pas comment ils vont l'introduire dans le grand MCU, quoi. C'est que le personnage, c'est pas un héros, en fait, c'est un acteur qui a des pouvoirs. Donc je verrais pas comment on pourrait l'intégrer dans un Avengers, par exemple. Donc je pense qu'on aurait bien besoin d'une saison 2 pour clarifier l'avenir de ce personnage-là, son avenir avec Trevor. Comment il va s'en sortir face au damage control, est-ce qu'il va faire un Wonder Man 2, comment il va manager ses pouvoirs, et éventuellement, parce que je pense que il faudra que ça arrive, que les gens découvrent qu'il a des pouvoirs, comme dans les comics, c'est que dans les comics, Wonder Man est connu comme un acteur super-héros, tout le monde sait qu'il a des pouvoirs. Donc on verra si une saison 2 arrive, parce que sinon, ce serait vraiment un gâchis si on revoit pas le personnage un jour, parce que la série était vraiment réussie, le personnage était vraiment réussi, et j'espère vraiment que tout cela mènera à quelque chose, parce qu'en tout cas, de façon totalement autonome, cette série, en tout cas, tient parfaitement la route, et je ne peux que vous la recommander, même si vous n'êtes pas fan des super-héros, mais si vous êtes fasciné par le métier d'acteur, de comédien, par l'univers hollywoodien, et vous voulez juste un truc un peu feel-good avec de bonnes séquences d'émotions et assez marrantes, Wonder Man, c'est vraiment la surprise de début d'année, et un très bon démarrage de l'année pour Marvel, hein, en espérant que cela continue avec du coup Daredevil Born Again saison 2 dans 2 mois, Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday, et la série sur Vision avec Ultron. Donc on verra comment tout cela avancera, mais en tout cas on aura une bonne surprise et j'espère qu'on aura la suite assez rapidement. Donc voilà, en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, donnez votre avis si vous avez vu la série, et puis je n'ai plus qu'à vous dire, ciao.